Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir dans cette super salle. On est très très content de vous accueillir parmi nous et surtout pour un de ces moments forts de la campagne de Nantes Populaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais d'abord me présenter. Je m'appelle Victoria, je suis étudiante. J'ai participé à la fondation de Nantes Populaire. Pour ceux et celles qui nous découvrent ce soir, Nantes Populaire, c'est un mouvement habitant, local, autonome, qui donc se présente pour les municipales. On est parti en fait d'un constat assez facile et clair, c'est que Nantes est devenue trop chère, ça devient très difficile de se loger, de se déplacer, de se nourrir, et petit à petit, les personnes qui font vivre Nantes, c'est-à-dire les artisans, les travailleurs, les travailleuses de la logistique, les infirmières, les infirmiers, ne peuvent plus vivre à Nantes, ne peuvent plus se loger. Et donc nous, on a décidé de se constituer en mouvement habitant pour porter une autre vision de Nantes que celle défendue par le PS depuis les années 89. Et du coup, ça fait presque un an qu'on s'est mobilisé avec Arnaud, Césaire, Basile ou encore Alice, Clément. Et aujourd'hui, on est là ce soir et on est très fiers de vous accueillir. Et je suis très fière d'être sur cette scène et de voir autant de monde venir nous écouter. Mariama, tu es militante engagée dans le milieu associatif nantais depuis des années. Tu te bats pour que les femmes puissent obtenir l'autonomie financière, pour la justice sociale, mais aussi pour pour la justice sociale. Et tu es nantaise depuis près de 22 ans. Tu es géographe de formation. Je pense de l'applaudir très très fort. Merci Victoria. Bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole, qu'on m'a demandé de prendre ce soir. Je l'ai appris par cœur, mais je suis très émue aujourd'hui d'être en face de 3 grandes femmes inspirantes. Donc je pense que sur Nantes, ceux qui me connaissent mon engagement pour la cause des femmes, pour l'autonomisation financière des femmes surtout. Donc, j'accompagne des femmes dans l'entrepreneuriat. Donc, je suis une féministe, si j'ose le dire. Donc, l'émotion fait que, voilà, je vous demande d'être clément. Je vais lire mon discours pour être parfaite, pour bien vous recevoir ce soir. Alors, pourquoi j'ai choisi de m'engager avec Nantes Populaire? Comme j'aime bien le dire souvent, j'ai 3 enfants. J'ai un employeur à qui je dois 40 heures par semaine. Donc, quand je sors de chez moi, il faut que ça en vaille la peine. Donc, les valeurs que porte Nantes Populaire m'ont parlé, m'ont inspiré, m'ont touché droit au cœur. Parce que pour moi aussi, l'engagement politique n'a pas de sens si concrètement ça n'apporte rien aux populations. Et ça, c'est par mes convictions personnelles, mais aussi par ma formation. Donc, je pense que ce qu'on porte en nous conduit parfois à suivre des chemins professionnels qui s'accordent. Je suis ingénieure territoriale, donc j'ai fait une formation en géographie, aménagement du territoire, développement durable, gestion des déchets. Donc, je pense que ce sont des thématiques qui sont vraiment ancrées dans le développement des territoires. Et j'aime à le dire aussi, je suis nantaise depuis 22 ans. Je ne suis pas née à Nantes, je suis française. Et Nantes m'a adoptée, j'ai adopté Nantes. Et moi, je suis pour qu'on soit acteur dans le territoire sur lequel on vit. Nous ne sommes pas juste des consommateurs, on se doit d'être acteurs. En tant que femme, on s'est battu pour avoir le droit de vote, qui est très récent. En tant que citoyen, on s'est battu pour avoir une démocratie, pour une démocratie qui s'installe durablement. Donc, on doit en profiter, c'est un droit et c'est un devoir. Donc, pourquoi je m'engage aussi avec Nantes Populaire? Parce que Nantes Populaire porte des combats qui me parlent, comme je viens de le dire, concrètement. Donc, des combats qui parlent aussi à toute la population. Donc, l'accès à un logement digne, l'accès à la culture, la mobilité, donc vous allez le voir dans notre programme. L'accès aussi, le respect aussi de tous les citoyens, sans distinction. Je me suis engagée aussi parce que le programme de Nantes Populaire apporte des solutions sérieuses et concrètes, ambitieuses, mais surtout des solutions qui ont été faites avec les populations et pour les populations.
Et pour moi, c'est important. Je pense que ça transpire dans mon discours. C'est important qu'on nous apporte des solutions qui sont faites avec nous et pour nous. Et des solutions qui, donc pour le coup, rompent avec les demi-mesures, les solutions à demi-mesure ou des promesses creuses, parfois, de certains politiques, des politiques d'affichage. Donc ça, parfois, on sait le faire, on fait de l'affichage, mais concrètement derrière, qu'est-ce que la population, qu'est-ce que le citoyen qui est chez lui, qui aspire à un niveau de vie, ne serait-ce qu'un logement décent, est-ce que c'est réellement destiné à résoudre ces problèmes? Non. Je me suis engagée aussi parce que Nantes Populaire, c'est un mouvement qui œuvre pour remettre la justice sociale. Donc justice sociale, ça me tient beaucoup à cœur aussi. L'égalité et la démocratie participative au cœur de l'action politique. Donc on parle bien de ça en fait. Et enfin, je me suis engagée parce que Nantes Populaire représente des valeurs qui sont très très fortes pour moi, qui sont très importantes. C'est une dynamique qui est portée par des hommes et des femmes qui, depuis le début, comme l'a dit Victoria, elle est membre fondatrice de Nantes Populaire, qui portent avec conviction et avec sincérité, qui aujourd'hui se hissent, on va dire, sur l'estrade avec d'autres organisations politiques pour faire entendre leurs idées et qui, déterminés vraiment avec détermination, ont bâti aujourd'hui ce qu'est Nantes Populaire. Donc c'est avec fierté et beaucoup d'émotion que je m'adresse aujourd'hui à tout ce public, à vous qui avez fait le déplacement pour venir échanger avec nos femmes, nos invités inspirantes. Donc pour moi, pour finir, je dirais que s'engager avec Nantes Populaire, c'est choisir l'action, c'est refuser la résignation et c'est pour une espérance concrète, je le répète, c'est pour une espérance concrète pour Nantes et ses habitants. Merci à tous pour votre présence et bienvenue à nos invités. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, Nantes Populaire, on est parti du quotidien des Nantais. On a porté des propositions concrètes pour répondre aux problématiques qu'on fait face. Maintenant, je vais donner la parole à David, qui nous a rejoint, qui est un militant anticapitaliste depuis des années, militant politique et social aussi à Nantes. Merci David. Si tu veux prendre 2 mots pour dire pourquoi tu nous as rejoint. Bonsoir tout le monde. D'abord, merci à toute la team de Nantes Populaire de m'avoir proposé de prendre la parole ce soir pour dire mon soutien et expliquer pourquoi j'ai rejoint la liste Nantes Populaire. Et j'ai envie de dire que le public nombreux de ce soir laisse, on va dire, comment dire ça, renforce mon enthousiasme, l'énergie qui souffle dans la salle laisse s'infiltrer le soleil malgré la pluie de ce soir. Donc les élections municipales constituent un test électoral en pleine crise politique et démocratique et s'inscrivent dans une crise globale du capitalisme à l'échelle internationale avec ses conséquences sociales, écologiques et humaines terribles. Et je suis là car nous ne devons jamais abandonner le moindre espace, le moindre centimètre à l'extrême droite, en particulier au rassemblement de la haine et ses idées mortifères, ni dans la rue, ni dans les urnes, même ici à Nantes, où les loups frappent un peu moins fort qu'ailleurs à la porte. Je suis là, car à l'occasion de ces élections, il faut d'abord sanctionner l'extrême droite et la droite. Cette droite qui n'a d'autre ambition que de servir les intérêts d'une minorité. Cette droite réactionnaire, toujours plus réactionnaire, qui ne cache même plus ses accointances avec l'extrême droite. À Nantes, le candidat de cette droite et de l'extrême centre compte des soutiens parmi lesquels Bruno Retailleau, Christelle Morancet et maintenant Gabriel Attal, qui suffisent à le discréditer. À ces gens-là, nous opposerons toujours la solidarité et les intérêts de la population. Mais je suis là aussi car je n'ai pas la mémoire courte. Je n'oublie pas que le Parti socialiste a rejoint la Macronie en votant un budget antisocial à l'Assemblée nationale et la liste pourrait être très longue. Bien sûr, cela serait probablement pire si la droite était à la tête de la municipalité.
Bien sûr, nous nous retrouvons souvent dans les manifs avec beaucoup de camarades qui soutiennent la majorité municipale. Si nous nous retrouvons quelquefois donc à côté, nous sommes cependant en opposition totale quand cette même majorité défend la création d'un centre de rétention administrative, quand cette même majorité participe à une opération soi-disant pour lutter contre le narcotrafic et qui s'est avérée être une traque des travailleurs étrangers mardi dernier dans les rues de Nantes. Nous sommes en opposition quand les ambitions affichées peuvent être, certes, séduisantes, mais que les moyens alloués pour les mettre en place sont largement insuffisants, comme c'est le cas notamment pour l'accueil des enfants dans la ville de Nantes. Je suis là car il est nécessaire de faire entendre une gauche qui ne renonce pas et qui défende des propositions concrètes en rupture sur des questions économiques et sociales aussi essentielles que la répartition des richesses, l'emploi, le logement, les transports publics, la petite enfance, le 4e âge, la démocratie, la culture et l'environnement. Je suis là car les élus Nantes populaires seront au service des luttes et de leurs revendications, représenteront l'opposition de gauche, seront les porte-voix de celles et ceux qui n'en ont pas, les relais, les points d'appui de celles et ceux qui luttent et qui résistent, au quotidien, sur les lieux d'études, dans les entreprises et dans les quartiers. Et parce que les élus de Nantes populaire veilleront à ce que la ville de Nantes soit un employeur qui protège ses agents, en mettant fin à la précarisation, en titularisant les personnels qui peuvent l'être, en renforçant le statut de fonctionnaire garant d'égalité, de protection et de continuité du service public. Je suis là pour être un élément d'une chaîne de contre-information en continu. Je suis là pour rêver à nouveau. Je suis là pour collectivement reprendre espoir. Je suis là pour que Nantes devienne solidaire, pour que Nantes redevienne populaire. Je suis là pour construire avec d'autres, car il faudra qu'on soit nombreux et nombreuses, construire l'alternative si nécessaire. Et pour finir dans un autre registre, je me permets de reprendre ces quelques vers d'un poème que j'ai commis. Pendant ce temps sur terre, le monde nous tombe dessus. L'enracinement des ténèbres par le bas gangrène le songe d'humanité. Ne pas céder au découragement généralisé, se faire violence, affronter la déflagration annoncée, combattre l'aberration médiatique. La guerre, ce n'est pas la paix. L'ignorance, ce n'est pas la force. La liberté, ce n'est pas l'esclavage. Pendant ce temps sur terre, ne plus vivre les choses de la même manière. Danser sur une musique collective. Penser l'inconnu. L'humilité dessine l'introspection salutaire. Continuer différemment. Se frayer un chemin sans frontières. Libérer nos identités caméléons. Sublimer nos héritages. Partager nos histoires. Dans une lente impatience, changer l'air du temps. Merci beaucoup David. Maintenant, on va vous passer un peu au cœur de la soirée. On va accueillir nos invités qui sont toutes les trois très inspirantes et dans lesquelles on s'inscrit et qui ont fait qu'aujourd'hui Nantes Populaire existe aussi parce que ce sont des femmes qui nous inspirent dans le quotidien. Fatima Mouassa, qui est un soutien actif de l'Assemblée des quartiers, militante de l'écologie populaire, autrice notamment, je pense que certaines l'ont lu ici, pour une écologie pirate et coordinatrice de Terre et Liberté, manifeste antiraciste pour une écologie de la libération. Merci d'être avec nous ce soir, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Et on accueille aussi une grande figure de la lutte contre le transfert de l'aéroport Notre-Dame. Je pense que ça fait écho à tout le monde. Et aussi ancienne maire de Bougnay, donc Madame Françoise Verchères. Bienvenue. Et bien sûr, Margot Metcourt, notre tête de liste, qui défend haut et fort nos propositions face aux grands patrons la semaine dernière, mais aussi sur les plateaux télé, dans la rue, chez les habitants. On peut l'applaudir très très fort. Mais surtout, t'es bien plus que ça, parce que ça fait 4 ans qu'on milite ensemble, et je suis très fière d'être une de tes camarades.
Tu t'es engagé depuis 10 ans maintenant dans les mobilisations locales pour le maintien de l'hôpital Nord, pour le maintien du nombre de lits, mais aussi pour la réduction des terres, contre l'artificialisation des terres à Doulon aussi, pour l'engagement pour l'égale dignité de toutes et tous, et sans oublier bien sûr que tu étais candidate en 2020 où tu as fait un score incroyable de 9%. On peut l'applaudir très très fort s'il vous plaît. Donc ce soir, vous l'aurez compris, on va parler d'écologie et la vraie, l'écologie populaire. Je donne la parole tout de suite à Françoise Verchères qui va nous raconter un peu son histoire et son expérience. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est parfait, alors très bien. Donc, Notre-Dame-des-Landes, c'est l'histoire du scotch du capitaine Haddock. Dès qu'on parle de moi, maintenant, c'est Notre-Dame-des-Landes. Alors, j'ai quand même été dans une autre vie, avant Notre-Dame-des-Landes, maire, pendant longtemps, d'une commune de l'agglomération nantaise qui avait, je crois, ouvert des voies, notamment sur les questions qui vous occupent, sur le logement, sur l'accueil des enfants, sur la qualité de la restauration, etc. Mais ce n'est pas le lieu, puisqu'on me demande de parler de Notre-Dame-des-Landes. Alors, quand il pleut comme il pleut, vous voyez, on va juste imaginer 5 minutes que Notre-Dame-des-Landes se soit fait, et donc on aurait les pistes qui seraient sous l'eau, bien sûr, à Notre-Dame-des-Landes. Et j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous savent que si le périphérique nantais est fermé, c'est parce qu'il y a quelques années, on ne savait toujours pas ce que c'était qu'une zone humide et que le Gèvre déborde quand il y a trop d'eau. Mais ça n'est toujours pas rentré dans la tête des décideurs et je crois maintenant qu'il faut déplacer le périphérique. Je ne vois pas d'autre solution. Alors, il faudra mettre ça au programme. Bien, donc je referme la parenthèse météorologique, mais elle a quand même son importance parce que je crois que tout le monde se rend compte qu'il y a un problème écologique. Tout le monde le sait, tout le monde en subit les conséquences et particulièrement les plus démunis, les plus pauvres et pas ceux qui sont les plus responsables des problèmes écologiques. Alors, Notre-Dame-des-Landes, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que là, il me faut la soirée pour moi toute seule. Je vais essayer de dégager 2 ou 3 petites idées sur Notre-Dame-des-Landes. D'abord, pourquoi est-ce que Notre-Dame-des-Landes a pris une tournure nationale ? Pourquoi est-ce que Notre-Dame-des-Landes a été évoquée tous les mercredis à l'Assemblée nationale pendant un certain nombre de gouvernements, que ce soit quand c'était Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, ou Manuel Valls, ou d'autres, etc. Pourquoi est-ce que Notre-Dame-des-Landes a cristallisé à ce point ? Parce que je crois qu'il y a eu une sorte de conjonction, un alignement des planètes peut-être, qui fait que sur Notre-Dame-des-Landes, un certain nombre de Français ont pu reconnaître qu'il y avait là un problème de décision publique, un problème d'équipement imposé, un problème de destruction de la nature, un problème d'eau, un problème de terre, etc. et un problème démocratique. Parce que fondamentalement, c'est ça qui pose problème, qui a posé problème sur l'histoire de cet aéroport et qui pose exactement les mêmes problèmes sur d'autres projets insensés, l'autoroute A69, le Lyon-Turin, etc., etc. Pour la première fois au niveau national et grâce à des images dont vous vous souvenez certainement, les premières images qui ont fait combat est devenu un combat national, ce sont les images de 2012 de la fameuse opération César, lorsque Jean-Marc Ayrault a voulu faire évacuer la ZAD. Et qu'à ce moment-là, les images ont été des images de jeunes qui avaient planté, qui jardinaient et qui se retrouvaient couverts de gaz lacrymogène et attaqués. Et ce sont ces images-là qui ont fait basculer l'opinion publique et notamment qui ont donné une dimension nationale à ce combat, qui fait qu'ensuite, partout en France, se sont constitués des comités de soutien. Et quand j'y repense, je ne vois pas forcément aujourd'hui la même dynamique à ce point sur d'autres combats qui sont pourtant au moins aussi importants. Mais à ce moment-là, en 2012, il y a eu une sorte de prise de conscience, et Stendhal aurait appelé ça la cristallisation, en termes amoureux. Et il y a eu une cristallisation sur l'affaire de Notre-Dame-des-Landes parce qu'elle a été très révélatrice. Et je pense que c'est ça qui, entre autres choses, alors je vais lister très vite ce qui fait qu'on a gagné, parce que c'est quand même une des grandes victoires écologiques que nous ayons connues dans les dernières années. Il y avait bien sûr le fait que c'était un lieu facilement identifiable,
cernable, puisqu'on l'a même encerclée par une chaîne lors d'une des nombreuses manifestations. C'est beaucoup plus difficile quand c'est une ligne LGV, par exemple, de mobiliser. Voilà. Mais là, on avait un lieu, on avait des acteurs extrêmement différents, des élus, des citoyens, des paysans, des occupants, et que tout ce monde a travaillé, chacun avec ses moyens et chacun avec ses objectifs et ses manières d'agir, pour le même objectif. Donc c'est ces particularités-là qui ont fait qu'au bout du compte, on a gagné grâce à la fois à l'occupation du terrain, grâce au combat juridique, parce que même si les partisans qui sont toujours pas consolés de Notre-Dame-des-Landes le nient, nous avons fini par gagner en termes judiciaires devant le Conseil d'État, mais après l'abandon, ce qui est toujours extraordinaire. Voilà, donc ça c'est très vite résumé les raisons pour lesquelles Notre-Dame-des-Landes a été un moment très important pour nous localement, mais aussi dans la conscience, je crois, écologique de beaucoup de Français, ce qui explique ces manifestations massives de soutien que nous avons eues. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon, et est-ce que Notre-Dame-des-Landes, comme je l'avais espéré, a ouvert des portes vers de meilleures décisions publiques? Je suis obligée de vous dire non. Non. En fait, rien n'a changé fondamentalement sur les défauts qui ont amené à ce mauvais projet. C'est-à-dire que vous vous en souvenez sans doute à la mort de Rémi Fraisse sur le barrage de Sivens. D'ailleurs, j'ouvre une toute petite parenthèse, il est mort en 2014 et c'est en 2025 que la France a été condamnée par la Cour de justice européenne pour violence excessive sur cette affaire. Vous vous rendez compte, hein ? Et alors, je ne sais pas ce que dira la Cour de justice sur Sainte-Soline dans 10 ans ou dans 20 ans, je ne sais pas. Enfin, on en était là. À la mort de Rémi Fraisse, tué donc sur le barrage de Sivens, François Hollande a mis en place une commission pour que n'arrive plus ce genre de problème, en partant de l'idée que c'est parce que nous n'avions pas compris, bien sûr, qu'il fallait encore réexpliquer que c'était un bon projet, etc., et que toutes les contestations étaient malvenues. Lors de cette commission, nous avons, avec 12 mouvements d'opposition à ce qu'on appelait à ce moment-là les grands projets inutiles imposés, nous avons expliqué pourquoi les procédures telles qu'elles fonctionnent dans notre pays, les procédures de décision publique, aboutissent forcément à des blocages, et quand il n'y a pas d'écoute de la population et pas d'écoute des opposants, eh bien, à des situations d'occupation puis de combat, parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et un des points capitaux dans la longue liste que nous avions relevée, c'était bien sûr le problème de la justice. Lorsque les recours ne sont pas suspensifs, vous faites un recours contre un mauvais projet, il n'est pas suspensif. Et donc, l'idée des porteurs de projets, c'est d'aller le plus vite possible pour faire les travaux. Parce qu'on se dit, une fois que les travaux seront engagés, voire quasi terminés, comment est-ce que la justice arrêterait cela? Et c'est un des problèmes majeurs. Il y en a plein d'autres, mais celui-là reste en l'état. Et tous les jours, nous voyons qu'il continue à faire des ravages. Je vais prendre l'exemple de l'A69, que vous avez bien sûr connu, cette autoroute qui double une route nationale et qui fait un massacre terrible dans les zones agricoles et naturelles. Cette autoroute, elle est quasiment achevée, alors que les recours ne sont pas terminés, qu'il y avait eu un premier jugement qui demandait d'arrêter, un deuxième, etc. Alors après, on peut se poser plein de questions sur la justice, mais en tout cas, on n'est pas arrivé au bout des contentieux, et en fait, l'autoroute est construite. Je prends un autre exemple, hélas. J'ai parlé de Sivens, mais il y a eu avant le barrage de Caussade, la retenue de Caussade, dans le même coin que Sivens. Cette retenue a été, au bout du compte, jugée illégale. Elle existe toujours parce qu'elle avait été réalisée avant la fin des recours judiciaires. Alors ça, c'est le problème, j'ai envie de vous dire, technique. Les procédures de débat public en France ne marchent pas. Les textes sont parfaits. Ils prévoient que vous ayez la parole, que vous puissiez proposer des alternatives. Et en fait, ça ne marche pas parce que les décideurs ne veulent pas que ça marche. Et parce que derrière, en plus, la volonté politique de continuer à faire des grands investissements, il y a aussi des conflits d'intérêts, des lobbying privés, etc., etc. Mais en plus du fait de ne pas avoir gagné une modification substantielle de ces procédures, nous avons
nous sommes aujourd'hui devant un recul même de la liberté. Quand je repense à ce que nous avons fait à Notre-Dame-des-Landes, des manifestations sur le périphérique nantais, sur le pont, des tractos vélos avec tracteurs jusqu'à Paris, tout cela serait interdit. Tout cela ne serait plus possible. Parce qu'il y a une chose que les décideurs ont compris, c'est plus jamais Notre-Dame-des-Landes et plus jamais de ZAD victorieuse. Et ça, ils l'ont bien compris. Et vous l'avez vu, effectivement, on l'a vu sur Sainte-Soline, on pourra en reparler éventuellement, mais le niveau de répression, il a été fort à Notre-Dame-des-Landes, mais on n'a pas eu de mort, il y a eu des blessés graves. Il a été fort, il a été extrêmement violent, mais là, on est passé au stade supérieur. Et ça, c'est très inquiétant parce que j'ai un peu peur que nos volontés de nous opposer à des mauvais projets soient extrêmement plus difficiles aujourd'hui que ce ne l'était avant. Si vous ajoutez à cela que, y compris des élus de la République, s'assoient maintenant sur les décisions de justice, cela commence à faire beaucoup. J'en cite un exemple que vous connaissez peut-être. En Dordogne, il y a une déviation qui s'appelle la déviation de Bénac, charmant village au bord de la Dordogne. Les recours juridiques ont demandé l'arrêt du projet et le démontage, la destruction d'un pont qui est à moitié construit. Et le président du département refuse de le faire et redépose un dossier qui est de nouveau instruit, qui est de nouveau devant la justice, et voilà, avec cette idée que le vote, l'onction populaire par le vote serait supérieure à la loi, ce qui est très inquiétant. Mais c'est compréhensible quand vous entendez par ailleurs un ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, que nous connaissons bien par ici, dire, ah oui, il a des fervents supporters, je vois, dire que l'état de droit, c'est un peu comme Sarkozy, à un moment donné, ça commence à bien faire. Donc si effectivement les politiques commencent à dire que l'état de droit, donc la séparation de l'exécutif, du législatif et du judiciaire, ça commence à bien faire quand ça vient contrecarrer les intérêts de certains, c'est un peu ennuyeux. Bon, voilà. Est-ce que j'ai été assez brève sur Notre-Dame-des-Landes? Oui. Encore un petit moment. Très bien, super. Alors, on pourra revenir sur les combats écologiques si vous voulez, hein, bien sûr, puisqu'on a un moment d'échange. Moi, je voulais vous reparler, je ne sais pas si certains l'ont vu sur le site de Mediapart. J'ai été très intéressée par l'intervention d'un sociologue qui s'appelle Jean-Baptiste Combi et qui explique très bien, si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le, qui explique très bien que ça va bien de parler écologie aux classes populaires, mais qu'avant de parler écologie, douche rapide et compost et tri des déchets, il faut parler des rapports de classe et des rapports de domination. Car effectivement, on ne peut pas parler d'écologie aux classes populaires qui souffrent tous les jours, précisément d'ailleurs, et en première ligne, pour reprendre une expression célèbre, des dérèglements climatiques, de la destruction de la biodiversité, du réchauffement, du fait d'être dans des logements mal isolés, etc., etc. Pour leur parler de planète, il faut d'abord qu'on leur parle d'eux et de leurs conditions de vie. Et si je peux revenir un tout petit peu à mon expérience d'élu d'il y a maintenant longtemps, moi, je reste extrêmement fière et aussi un peu triste d'avoir milité dans une commune qui a utilisé exactement les outils existants pour faire du logement social, faire du logement à bas coût pour les populations modestes d'ouvriers et d'employés. Et dans ce combat, Bouguenais n'a jamais été suivi par les autres communes. Et si on a aujourd'hui la métropole qu'on a, avec des gens obligés de partir très loin, c'est parce qu'on n'a pas utilisé collectivement, c'est-à-dire que toutes les communes de gauche, je le dis clairement, n'ont pas utilisé les outils qui existaient pour tenir le foncier, pour empêcher la spéculation foncière. On a pu le faire à Bouguenais un certain temps,
Mais bon, quand la vague est énorme, on a beau résister, il y a un moment où ça ne marche plus. Mais il y a des possibilités, il y a des outils, et une vraie politique populaire qui aboutira à une autre manière d'occuper le territoire, de vivre, et donc de ménager le monde dans lequel on est et qu'on a déjà beaucoup détruit, eh bien, ces outils existent, mais il faut avoir le courage de les utiliser. Et hélas, beaucoup de collectivités qui se revendiquent pourtant d'une certaine gauche ne les ont pas utilisés. Alors, j'espère que d'autres le feront. Voilà. Il y a des outils. Le premier outil d'un élu local, c'est le droit du sol. C'est l'utilisation du droit du sol, le PLU, ou le POS qu'on avait avant. C'est ça, c'est dire ce qui est constructible, pas constructible, mais c'est qui peut construire aussi. Et c'est l'activation par la commune elle-même. À Bouguenais, on a fait énormément de lotissements communaux. C'est-à-dire que les promoteurs, on leur disait, on n'a pas besoin de vous, on sait faire. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas de la promotion privée aussi, mais en tout cas, il faut une action publique sur l'habitat et sur le droit du sol. C'est capital. Du coup, vous avez pu mettre ça en place tout le oui. mandat. Ah ben bien sûr, mais pas seulement moi, c'était le mandat d'avant, etc. Et il y a eu des lotissements très peu chers. Voilà. Merci Françoise pour ce retour très inspirant de la lutte contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Maintenant, je vais donner la parole à Fatima Ouassak, militante antiraciste pour une écologie populaire qui s'est battue à Bagnolet aussi aux côtés de maire. On l'applaudit très très fort, s'il vous plaît. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui? Super, bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie d'être avec vous. Je suis désolée pour les personnes... Voilà. Je tourne un petit peu le dos, je vais essayer de tourner un petit peu de temps en temps. Moi, je suis ravie d'être ici ce soir à l'invitation de Margot Metcourt, que je connais depuis... je sens qu'il y a un problème, non, avec le micro. Non, ça va, c'est pour moi, en fait. Oui. Je peux faire. Ouais, je t'en prie. Là, c'est bon? Oui. Bon. Merci camarade Margot, donc, que je connais depuis plusieurs années. J'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. On a un espace commun où on milite toutes les deux qui s'appelle l'Assemblée des quartiers. Donc vraiment, je suis ravie de venir te soutenir ce soir, soutenir ce que tu fais ici à Nantes, tes combats évidemment, et te soutenir à l'occasion de cette campagne électorale. Et je te souhaite plein succès. J'aurai l'occasion tout à l'heure de le répéter. Alors moi, je vais vous parler un petit peu d'écologie populaire aussi, mais alors du point de vue plutôt des quartiers populaires, du point de vue de l'antiracisme aussi et des luttes antiracistes, en tant que militante qui a eu à lutter dans une perspective écologiste, qui a eu aussi à réfléchir avec des camarades aux stratégies qui peuvent potentiellement mener aux victoires, aussi en tant qu'autrice et en tant qu'éditrice, qui essaie de réfléchir aux enjeux écologistes dans le champ culturel, dans le champ intellectuel, dans le champ de l'édition, etc., parce que c'est important aussi d'agir encore plus aujourd'hui qu'hier dans ce qu'on appelle de mener ce qu'on appelle cette bataille culturelle. J'aurai l'occasion aussi d'en reparler. Alors l'écologie populaire, si je devais la définir en quelques points, d'abord dire que c'est une écologie qui est fondamentalement liée à la lutte. Voilà, l'écologie, c'est la lutte, ça ne tombe pas du ciel. Surtout dans l'expérience d'une personne comme moi, de personnes comme moi, qui avons été confrontées à des injustices, effectivement, à des dominations, à des oppressions. Pour ce qui me concerne, par exemple, ça a commencé à Bagnolet, autour des enjeux liés aux enfants, liés à la nourriture et liés à l'école. Donc, autant dire des enjeux fondamentaux. Et c'est une confrontation à une oppression de classe, une oppression de territoire et, je le dis de manière centrale, une oppression raciste. S'il n'y a pas de racisme, s'il n'y a pas cette oppression, il n'y a pas d'écologie populaire depuis les quartiers populaires. C'est quelque chose qui est fondamental. C'est le fait d'amener son enfant
enfants à l'école il y a une dizaine d'années, maternelle, je ne suis pas en train de parler de l'OTAN, c'est pas Game of Thrones, c'est juste les petites écoles maternelles et ça sent bon la vanille. C'est le fait d'emmener là son enfant et de voir qu'au moment du repas à la cantine, on force l'enfant à goûter la viande et même à goûter de la viande de porc. Voilà, et ça, c'est un contexte très précis auquel on est confronté. On a été confronté à ce moment-là dans les quartiers populaires de Seine-Saint-Denis. Voilà, il y avait cette idée tout à coup que, mais pourquoi les parents musulmans auraient à obliger leurs enfants d'être musulmans ? Les enfants, ils ont le droit de ne pas être musulmans, ils ont le droit de goûter du porc. Bon, voilà un petit peu le contexte dans lequel on évolue en fait à ce moment-là, et donc c'est de se dire c'est pas normal de ne pas considérer les droits fondamentaux de ces enfants-là, leur liberté de conscience, leur liberté de culte, et puis tout simplement le fait de pouvoir respecter ce que transmettent leurs parents, qui ont donc le droit de transmettre à leurs enfants évidemment leur culture, leur langue, leur religion, etc. Mais les enfants aussi, ces enfants-là, comme tous les enfants, et ça fait partie des droits fondamentaux, ces enfants-là ont le droit de voir leurs parents leur transmettre leur religion, leur culture, leur langue, etc. C'est un droit fondamental. Donc quand l'institution scolaire, la ville, ces villes-là de Seine-Saint-Denis bafouent cette possibilité donc de transmettre ce qu'on est à ses enfants, en réalité, ils bafouent des droits fondamentaux. Et donc, et c'est là que ça commence en réalité. Notre écologie populaire, elle commence dans les cantines scolaires de ces maternelles, elle commence sur la question de la nourriture, et donc voilà, elle est très très liée au racisme. Donc évidemment que l'écologie populaire que l'on défend, elle est éminemment antiraciste. L'écologie populaire, pour moi, elle est aussi liée évidemment à la question donc, des inégalités sociales et environnementales. C'est toute la question de l'accès. L'accès à la bonne nourriture, l'accès à un air qui ne soit pas pollué, l'accès à la possibilité de contempler aussi la nature, l'environnement, le soleil qui se lève, le soleil qui se couche, etc. Et donc, c'est lié aux inégalités structurelles massives en la matière. Je renvoie notamment à un rapport qui est scandaleux, qui aurait dû faire la une des journaux, rapport qui date de 2021, publié par l'UNICEF, et qui montre très bien que les individus qui subissent le plus les conséquences et du dérèglement climatique et des pollutions, précisément des pollutions atmosphériques en particulier, ce sont les enfants des quartiers populaires. Et quand on sait qu'en France, les enfants des quartiers populaires, ce sont aussi pour beaucoup des enfants de classe ouvrière et des enfants racisés, on comprend que ce sont les enfants noirs, arabes, musulmans, les enfants pauvres, les enfants encore une fois de classe ouvrière, les enfants de quartiers populaires, qui ont à subir le plus du diabète, des maladies cardiovasculaires, une réduction de leur espérance de vie, la dépression aussi, parce que les pollutions atmosphériques ont aussi des conséquences en termes de dépression. Et donc voilà, donc de se dire que ces petites choses, les enfants des quartiers populaires qui sont déjà les plus vulnérabilisés, ont aussi à subir le plus ces conséquences liées à la pollution et au climat, au dérèglement climatique. C'est aussi évidemment la question de l'accès à la nourriture, à la bonne nourriture. Quand on va stigmatiser, disqualifier les parents, notamment des quartiers populaires, les parents de classe ouvrière, pour leur dire qu'ils éduquent mal leurs enfants, qu'ils leur font manger n'importe quoi, que leurs enfants passent trop de temps devant les écrans, etc. En réalité, là aussi, ce sont des questions d'inégalité sociale et environnementale. Évidemment que c'est plus facile de bien manger et de bien nourrir son enfant lorsqu'on est de classe moyenne et supérieure et lorsqu'on vit dans un quartier pavillonnaire, tout simplement parce que dans le quartier pavillonnaire, vous allez avoir plus de bonne nourriture que dans le quartier populaire. Moi, je suis sûre qu'on se balade ici sur Nantes, la bonne nourriture, vous allez la trouver bio, qu'on appelle bio, équilibrée, etc., belle aussi, c'est aussi une question de beauté, la nourriture, vous allez la trouver située plutôt dans les quartiers riches, les quartiers pavillonnaires. Les fast-foods, les grecs, les kebabs, etc., vous allez trouver évidemment une concentration dans les quartiers populaires. Et donc voilà, c'est pas qu'une question de est-ce que moi je choisis de bien nourrir mon enfant ou pas, c'est aussi une question d'accès. Et puis voilà, ça c'est quelque chose qui est documenté par l'État français lui-même, le ministère de l'Agriculture en particulier. Ça coûte 3 fois plus cher de bien se nourrir, de bien nourrir ses enfants que de mal les nourrir, entre guillemets. Donc de dire, ah non mais il suffit d'acheter plus de fruits, de légumes, etc., de la nourriture de bonne qualité, plutôt que d'acheter des chips, du fast-food, etc., ça c'est ridicule. C'est vraiment une manière de culpabiliser et de responsabiliser les parents des quartiers populaires, de classe populaire, alors qu'en fait il s'agit d'un problème beaucoup plus structurel. Bon voilà, l'écologie populaire, par exemple, c'est de se
poser ces questions-là, en fait, d'accès. Est-ce que vraiment on a cette possibilité, ces horizons pour bien se nourrir, bien respirer, et encore une fois, contempler en fait l'environnement. Alors il y a d'autres questions vraiment philosophiques liées à l'injustice, des questions de vie et de mort. C'est la question de l'ancrage territorial, l'ancrage dans la terre. Alors moi j'ai eu l'occasion de réfléchir à ces questions-là à l'occasion d'un travail professionnel autour alors ce que je peux appeler maintenant, parce que je ne le suis plus en fonction d'un grand projet inutile, les Center Parks. Donc moi je devais comme ça me balader un peu partout en France, là où Pierre et Vacances voulaient installer cette nature artificielle, enfin ils appellent ça nature, c'est un scandale d'appeler ça nature, un peu partout en France. Et donc moi je travaillais pour la Commission nationale du débat public et j'étais chargée donc avec d'autres en commission d'organiser le débat public. Et alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que alors, dans des grandes salles comme ça municipales, donc nous, la CNDP, nous faisions venir toutes les parties prenantes autour d'un projet, donc Center Parks, tous les projets à plus de 300 millions d'euros à fort impact environnemental, voilà, c'était comme ça qu'on les qualifiait. Et donc, on faisait venir alors les autorités, évidemment, les institutions, le préfet, les élus, etc., mais aussi les riverains, ce qu'on appelait les riverains, dans les salles pour discuter, argument contre argument, est-ce que oui ou non on installe ce projet de Center Parks. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le projet Center Parks, vous voyez. Okay. Est-ce que vous en voulez ici, là où vous habitez? Et alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que alors, dans le Jura, j'ai vu arriver des centaines de personnes qui n'habitaient même pas juste à côté de l'endroit prévu pour le projet de Center Parks, qui des fois prenaient vraiment la route, faisaient traverser les mers et les océans pour venir dire non avec des fourches. Mais vraiment, moi je les ai vus, ils venaient avec des fourches et ils parlaient de quoi? Ils parlaient de leur terre et ils en parlaient de manière affective, de manière charnelle en fait, de manière amoureuse. C'était leur terre et alors ils racontaient des histoires. Moi j'ai découvert plein de trucs sur le sel, les salines du Moyen-Âge, parce qu'ils connaissaient tout, les enfants comme ça connaissaient en fait cette histoire-là, ils en étaient fiers, ils savaient la raconter, il y avait vraiment un ancrage territorial. Et donc voilà, en revenant ensuite dans mon quartier, dans les quartiers populaires, là où je milite, en fait, voilà, la question que je me posais, c'est mais comment voulez-vous que nous, qui habitons les quartiers populaires, on puisse défendre la terre, c'est-à-dire dire non, nous ne voulons pas d'un Center Parks, non, nous ne voulons pas d'un échangeur autoroutier comme ça, à l'air libre et qui est polluant. C'est le cas de Bagnolet. Non, nous ne voulons pas d'un data center. Non, nous ne voulons pas de ce parking, etc. Non. Comment voulez-vous qu'on dise non? On ne sait même pas, en fait, qu'il y a de la terre sous le bitume. On nous répète à longueur de temps que cette terre, ce n'est pas la nôtre, qu'on n'est pas légitime ici, qu'on vient d'ailleurs, que nous sommes une sorte d'ennemis de l'intérieur, etc. Que, voilà, il faut montrer nos papiers aux policiers, notamment nos jeunes garçons doivent montrer leurs papiers alors qu'ils sont nés là, pour justifier de leur légitimité à circuler dans la rue, alors même qu'ils sont nés ici et ils sont traités comme s'ils étaient à une douane ou à une frontière ou comme s'ils étaient, étrangers sur cette terre où ils sont nés. Donc voilà, j'ai commencé à articuler la question du pouvoir politique, donc le pouvoir de dire non, et vraiment pour moi c'est l'essentiel de ce qui fait l'écologie, avec cet ancrage dans la terre, cette possibilité de dire cette terre-là, c'est la mienne, je suis ici chez moi et c'est pour ça que je vais la défendre. Voilà, je l'aime cette terre et c'est pour ça que je vais la défendre. Et donc voilà, est-ce qu'on a tous la même possibilité de s'ancrer dans la terre? Alors évidemment, ensuite il y a des questions de quelle terre on parle. Je le disais à Bagnolet, moi j'ai attendu longtemps avant de parler de terre pour Bagnolet par exemple. Je parlais de territoire dans le meilleur des cas, sinon on parle de zone. Les US, les ZEP, les ZEP+, Darmanin avait inventé les quartiers de reconquête républicaine. Donc il y a tout ce jargon très administratif en termes de sigles. En fait, en réalité, c'est un jargon colonial pour parler d'une terre qu'on ne veut pas nommer. Voilà, on va parler de la terre, on va penser au Jura justement. Ou alors moi, si je parle de terre, je vais penser au Maroc, aux montagnes du Rif. Mais c'est difficile, même pour les personnes qui habitent dans les quartiers populaires, d'envisager la terre comme une terre. Voilà, donc il y a tout un travail aussi à faire politique aussi, de qu'est-ce qu'on dit à nos enfants. Le fait de dire à nos enfants, lorsqu'on vit dans les quartiers populaires et lorsqu'on est descendant de l'immigration, de dire mais cette terre-là, c'est la vôtre. Et elle sera d'autant mieux protégée que vous pourrez vous en revendiquer, que vous pourrez vous libérer. Et vous pourrez d'autant mieux vous libérer que vous la protégez, cette terre-là. Il y a un lien entre votre propre libération et la libération de la terre. Mais ça, il faut qu'on le dise à nos enfants. Il faut qu'on dise, il faut choisir en fait. Nous,
On fait partie de ces générations qui n'étions ni d'ici ni de là-bas. Et encore une fois, on nous le répète, hein, ce n'est pas nous qui avons décidé de ne pas être de cette terre-là. Hein, c'est justement les Rotaillot, c'est justement cette droite et cette extrême droite qui parlent de plus en plus de grands remplacements, qui parlent de remigration. C'est en 2022 le débat qui fait la plus forte audience, qui est sur le service public sur France 2, où on parle de grands remplacements, point d'interrogation. Bon, bah, évidemment que des gamins qui regardent ça à la télé, ils voient qu'en fait, on se pose la question de savoir s'ils sont une menace ou pas et si peut-être il faut aller les remigrer en musulmanie. Donc voilà, donc c'est important, c'est un enjeu, l'ancrage territorial. Moi, mon hypothèse, donc, c'est le besoin de terre, cette question de l'ancrage. Cette question de l'ancrage pour dire cette terre c'est la nôtre, on peut s'y reposer, on peut y jouer. Voilà, on est libre de jouer dehors. Nos enfants ont le droit de circuler dans la rue sans être arrêtés par des contrôles policiers. C'est pas rien d'être arrêté par des contrôles policiers qui vous répètent à longueur de temps que ici vous n'êtes pas chez vous, ici vous n'êtes pas chez vous. Donc c'est la possibilité de se reposer, la possibilité d'être enterré. Bah oui, on peut être musulman et vouloir être enterré en France, c'est possible. La France a tendance à considérer que les immigrés qui viennent d'Afrique et d'Asie sont utiles pour venir travailler, reconstruire la France de l'après-guerre, etc. Pour consommer, c'est-à-dire que même les retraités qui viennent de là, en fait, on essaie de les garder ici au maximum parce que leurs ventres peuvent toujours être utiles, utiles à la consommation. Et vous savez qu'il y a plein de dispositifs pour obliger en fait ces immigrés à rester le plus longtemps possible sur le sol français et européen. Mais mon Dieu, une fois que ces gens sont morts, qui retournent dans leur fameuse musulmanie. C'est pas, et on ne fait rien, on ne crée pas les conditions pour que ces gens-là puissent se sentir légitimes à reposer ici sous cette terre française et européenne. Donc il y a un enjeu aussi là-dessus. Je suis un petit peu longue peut-être. Et non, d'accord, ok. Bon, moi si vous me dites, je suis bavarde, hein, j'ai 15 pages là. Oui, alors l'écologie populaire, c'est évidemment aussi une écologie contre une autre écologie. Et alors cette écologie, voilà, on peut la qualifier d'écologie pavillonnaire, l'écologie des beaux quartiers, l'écologie bourgeoise. Évidemment que l'écologie, c'est Razmik Kechoyan qui en parlait en ces termes, est un champ de bataille. Il disait que la nature était un champ de bataille. L'écologie, c'est un champ de bataille. Voilà, on voit aujourd'hui Jordan Bardella, j'y reviendrai tout à l'heure, parler d'écologie. Bon, ben, évidemment qu'on ne partage pas la même vision de l'écologie que Jordan Bardella. Donc c'est bien que voilà, on utilise le même mot, on ne met pas la même chose derrière. Et cette écologie populaire, de mon point de vue, elle s'oppose à cette écologie bourgeoise qui va tranquillement parler de la planète, qui va parler du monde, qui va parler de l'humanité, de la biodiversité, etc., mais qui en réalité dans son projet ne va défendre les intérêts et le confort que d'une toute petite partie de l'humanité, concrètement. Mais c'est le cas aussi à l'échelle de la ville. Hein. On va dire, voilà, nous, en fait, c'est pour Nantes, c'est pour Bagnolet, c'est pour Paris, etc. Et puis concrètement, quand on regarde le projet, en fait, il facilite, il défend l'intérêt, le confort, etc., plutôt des quartiers pavillonnaires, là où on vote plus, plutôt des classes moyennes supérieures, etc., etc. Donc il y a aussi ce rapport de force et cette bataille culturelle à mener au sein de l'écologie. Alors pour moi, l'écologie populaire, je parlais de Bardella, qui dit donc l'écologie, ce sont les frontières. C'est la définition qu'il a donnée à l'occasion des dernières présidentielles. L'écologie, ce sont les frontières. Bon, dans quelle mesure, pour nous, l'écologie, c'est autre chose? Moi, je le dis, la vie d'une personne soudanaise qui a à subir les conséquences du dérèglement climatique, par exemple les inondations. Il y a eu en 2025 des inondations horribles au Soudan du Sud, avec vraiment des déplacements de population par centaines de milliers, de nombreux morts. Pour moi, la vie d'une personne, d'un Soudanais, elle ne vaut pas moins que la vie d'une personne française qui a à subir la même chose, des inondations. Et on a eu aussi en 2025 pas mal d'inondations dans le sud de la France. La vie d'un Français ne vaut pas plus que la vie d'un Soudanais. De la même manière, pour revenir à cette écologie des frontières de Bardella, l'écologie populaire, de mon point de vue, elle doit défendre la liberté de circulation et d'installation sans condition. Pour moi, c'est fondamental. Il n'y a pas de raison qu'une personne ici de Nantes parte à Essaouira sans se poser la question justement de sa circulation, de la légitimité à circuler, parte à Essaouira pour quelle raison? Pour contempler le soleil se lever, parce que Essaouira c'est très beau, mais que quelqu'un d'Essaouira, un Marocain d'Essaouira, ne puisse pas venir ici à Nantes pour contempler la pluie.
Il n'y a pas de raison. Je veux dire, on se dit, c'est normal, en fait, nous, d'ici, de descendre comme ça, de traverser la Méditerranée. On est libre de circuler. Mais pourquoi l'inverse n'est pas vrai? Pourquoi on peut aller en Afrique et pas librement et pas l'inverse? Donc pour moi, voilà. Ou alors on défend la hiérarchie raciale. Ah ben si nous on a plus de droits et plus de privilèges, ces gens-là méritent moins. Et ces gens-là, quand ils viennent, dans le meilleur des cas, c'est malheureusement le cas souvent à gauche et dans l'écologie traditionnelle, ces gens-là, dans le meilleur des cas, on va parler de régularisation de leur situation parce qu'ils sont utiles. Et on va dire oui, mais ces gens-là, quand même, ils sont utiles. Hein, sans eux, on n'aurait pas ce secteur du bâtiment, la restauration coulerait, etc., etc. Mais voilà, de Nantes, quand on va à Essaouira, il n'y a personne qui nous demande d'être utile pour le secteur de la restauration ou du bâtiment. Non, nous on est là pour la joie, la beauté, etc. Il faut aussi pouvoir penser en termes d'égale dignité humaine, cette possibilité en fait simplement de circuler librement. Donc pour moi ça c'est quelque chose qui est fondamental et c'est ce que j'ai essayé de développer dans l'écologie pirate. Voilà, quelques points encore, mais voilà, l'écologie populaire, pour moi, c'est aussi un front commun dans les villes populaires contre le fascisme et contre l'extrême droite. Alors certes, avec une exigence radicale, vous l'avez compris, l'antiracisme, et moi je suis sans pitié avec le racisme et avec l'islamophobie, avec aussi les questions de lutte contre l'impérialisme et de lutte contre le colonialisme. Mais parce que, voilà, comme horizon, j'ai cette idée d'égale dignité humaine. Et on peut partir de là, avec cette exigence-là, et se mettre autour de la table. C'est ça aussi que je suis venue dire aujourd'hui. À Bagnolet, tout à l'heure, je vous disais qu'on a été très attaqué par rapport à cette histoire d'alternative végétarienne. Bon, au bout de quelques années, il a quand même fallu quelques années, donc ça c'est le verre à moitié vide, mais au bout de quelques années, c'est le verre à moitié plein, on a gagné. On a gagné et aujourd'hui, tout le monde est d'accord à Bagnolet pour dire que c'est super l'alternative végétarienne, que ce n'est pas un truc d'islamiste ou de communautariste. Tous les enfants de la ville en bénéficient puisqu'il s'agit d'un choix et il s'agit d'une éducation aussi à autre chose que de la viande, que des protéines animales. Et donc voilà, il y a possibilité, même quand il y a un rapport de force comme ça, bon, il ne faut pas être rancunière et rancunier, de s'allier en fait autour d'un destin commun, les enfants. Et ça, c'est quelque chose vraiment que je suis venue dire. Il y a vraiment quelque chose à jouer stratégiquement, bon, évidemment philosophiquement, à construire un projet municipal autour de l'égale dignité des enfants, autour des droits fondamentaux des enfants. Et ça marche. Je vous ai dit, l'alternative végétarienne, on a gagné. Il y a plein d'autres luttes qu'on a menées. Il y a par exemple celui qui s'appelle Vert Dragon, Maison de l'écologie populaire. On a eu du mal à l'ouvrir. Et nous, ce qu'on disait, c'est, voilà, quartier populaire, quartier pavillonnaire, blanc, non blanc, classe populaire, classe moyenne. On peut se mettre autour de la table. On n'a pas forcément les mêmes enjeux. Il y a évidemment des rapports de domination. Mais si on travaille tous à un projet commun autour de nos enfants pour leur, encore une fois, leur égale dignité, la possibilité qu'ils ont de jouer dans la rue tranquillement, en sécurité, qu'ils ont de respirer un air pas pollué, de bien se nourrir, etc., d'être heureux, on va réussir à se mettre d'accord. Et nous, c'est ce qu'on essaie d'expérimenter et ça marche. Donc, je suis venue dire ça. Donc, je peux avoir un propos comme ça radical, mais en même temps, je suis aussi venue dire qu'avec cette radicalité-là, ça donne des choses et on arrive à constituer ce front commun. Je fais vite pour dire que il y a un projet qui s'appelle Villa à hauteur d'enfants qu'on essaie de réfléchir au sein de l'Assemblée des quartiers, donc avec Margot aussi. Alors pourquoi Villa à hauteur d'enfants? Parce qu'en réalité, les villes ne sont pas à hauteur d'enfants. C'est ça le problème. Nantes, je suis sûre que je me balade ici tranquillement, c'est pas une ville à hauteur d'enfants. C'est-à-dire que les enfants ne vont pas pouvoir circuler tranquillement en toute sécurité. On a remarqué par exemple dans les grandes villes que beaucoup de parents de classe populaires conduisaient leurs enfants en voiture et on les culpabilise en disant mais vous êtes de mauvais parents et vous n'êtes pas écolo et vous vous rendez compte, utilisez votre voiture pour aller juste dans la rue d'à côté, etc. Mais quand on creuse un petit peu, en fait, on se rend compte que ces parents-là ont peur pour leurs enfants. En fait, ils se disent je préfère l'accompagner en voiture, je suis sûre au moins un point A à un point B et l'enfant est en sécurité. Il est sécurisé par la voiture, plutôt que de l'envoyer en vélo, par exemple, parce que j'ai trop peur de ce qui pourrait lui arriver à vélo ou même à pied. Et donc, voilà, il y a la question de la circulation. Il y a évidemment les violences interquartiers, il y a la drogue, il y a les murs. Il faut voir les murs, ce que ça peut contraindre dans notre mouvement, déjà quand on fait 1m70 ou 1m80. Mais voilà, il faut voir aussi la contrainte que produisent les murs sur des petits corps d'enfants, dans le jeu, dans le déplacement, etc. La camaraderie aussi, dans quelle mesure on laisse la possibilité aux enfants de se créer des agoras entre enfants, de la camaraderie en fait, d'avoir une bande de potes.
d'un quartier à l'autre. Alors qu'aujourd'hui, dans toutes les villes françaises, la tendance, c'est résidentialiser, parcelliser, couper en fait les enfants d'un quartier, de l'autre, etc. Dans quelle mesure on est capable de réfléchir à des espaces avec des horizons beaucoup plus ouverts. Et donc voilà, il y a ce projet de ville à hauteur d'enfant dont je voulais vous parler aujourd'hui, sur lequel on travaille beaucoup. Moi, je suis sûre que c'est possible à Nantes. Il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre de cette dynamique, cette volonté qui est incarnée par Margot notamment, de faire travailler tout le monde autour de cet objectif commun, de cette égale dignité humaine, et en particulier du point de vue des enfants. Oui, parce que je le disais, imaginez 2 minutes qu'on puisse gagner les élections municipales. Moi, je suis à fond sur les élections municipales. Je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais je suis municipaliste. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer. Des fois, on a tendance à considérer, peut-être, je ne sais pas vous ici, mais que ce n'est pas une élection très, très importante, elle n'est pas très noble, c'est une élection de politiciens, en fait, et que ce n'est pas très glorieux, ce n'est pas très noble. Moi, je pense au contraire que l'échelon premier pour nous, ici, nous, petites gens, je vais parler surtout pour moi, donc nous, citoyens, citoyennes, c'est vraiment l'échelon municipal. C'est là où vraiment on a du pouvoir d'agir. On peut vraiment tordre en fait les tendances, par exemple contre l'extrême droite. On peut se dire, voilà, Nantes, demain, ça devient une ville refuge. Ça devient une ville maquis, c'est un maquis contre l'extrême droite. Et imaginons 2 minutes que vous gagnez, Margot gagne l'élection ici à Nantes, qu'on gagne à Bagnolet, qu'on gagne à Montpellier, qu'on gagne à Toulouse, c'est là où il y a l'Assemblée des quartiers. Voilà, imaginons qu'il puisse y avoir ce réseau, ce maillage de villes refuges, de villes maquis. Voilà ce que ça pourrait donner comme beauté politique. Donc voilà, je vous invite à rejoindre Margot si ce n'est pas encore le cas, et la lutte continue. Merci beaucoup Fatima pour ces mots. Très belle transition pour donner la parole à notre super tête de liste Margot Medcourt, parce qu'effectivement nous avec Nantes Populaire, ce qu'on croit beaucoup, c'est dans la force des communes et dans la force du pouvoir habitant, et Margot l'incarne très bien. Du coup je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Margot Medcourt, s'il vous plaît. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, ça me fait très plaisir de vous voir. Je reconnais plein de visages, dont certains que je n'avais pas vus depuis très longtemps, donc je suis vraiment très heureuse. Est-ce qu'il est possible, aujourd'hui encore, de se revendiquer de l'écologie ? Moi, je me pose la question parfois. Déjà parce que l'extrême droite essaye de nous discréditer à tout prix. Les militants écologistes sont des écoterroristes. Ensuite, parce qu'il y a quand même maintenant des écolos de droite, il paraît. À Nantes, on a un candidat qui veut faire un tunnel sous la Loire pour les voitures, mais il est écolo. Après, il y a les sociolibéraux. Je parle du PS, tout ça, là. Ils parlent d'écologie tout le temps. Il n'y a rien qui suit, mais par contre, c'est les premiers écolos. Je me sens de plus en plus, et ça résonne un peu avec ce que disait Fatima, parfois un peu dégoûtée de l'écologie. Marre d'entendre les injonctions moralisatrices d'une série de petits gestes à accomplir. Et surtout, je pense qu'il est devenu difficile de parler d'écologie parce qu'aujourd'hui, les perspectives de pouvoir changer le monde, les perspectives de transformation écologiste se réduisent à peau de chagrin. Comment se dire que tout n'est pas perdu vu l'état du monde actuel ? Comment se dire que tout n'est pas perdu quand on peut filmer en 4K un génocide et que les dirigeants du monde l'acceptent ? Comment se dire que tout n'est pas perdu vu l'allure à laquelle on est en train de tout détruire? Et comment se dire que tout n'est pas perdu quand on a ICE qui tue des gens en plein milieu de la rue à Minneapolis? Et j'aimerais dire que ce qui s'est passé à Nantes, mardi 10 février, est pour moi extrêmement grave. D'avoir une opération policière d'une ampleur délirante pour traquer... Je suis coupée alors que... Vraiment, je ne suis pas contente. Pour traquer les travailleurs sans papier, pour traquer
éradiquer les immigrés, c'est absolument insupportable. Ce qu'on essaye de faire à travers des opérations policières comme celle qui a été faite à Commerce, c'est bien de terroriser toutes les personnes qui sont étrangères ou alors qui paraissent étrangères. Nantes Populaire à la mairie demain, c'est aucun agent municipal qui participe à des opérations inspirées par l'extrême droite. Aucun. C'est parfois, on peut croire quand même qu'il y a une sorte de folie qui s'est emparée du monde. Et parfois, et j'ai l'impression qu'on est nombreux et nombreuses, à être pris par un sentiment profond de deuil. Le deuil d'un mythe, celui qu'il y aurait un ordre international régi par le droit. Bon, en réalité, moi-même, et je pense qu'on est nombreux et nombreuses, il y a 5 ans, 10 ans, on se disait que tout ça c'était une fiction, que ça venait masquer des rapports de force réels. Mais alors aujourd'hui, sans les masques, c'est juste une jungle. Le résultat, c'est qu'on a l'impression de perdre tous nos repères et la tentation du repli sur soi est quand même de plus en plus forte, notamment pour essayer de retrouver du sens. Mais ce qui se passe en réalité, c'est bien la prise de conscience du capitalisme qu'on vit dans un monde fini, que les ressources de la planète sont finies. Et du coup, ce que ça a déclenché, c'est une course à l'accaparement de toutes les ressources qui restent. C'est bien ça qui se joue avec les Trump qui envahissent des pays, qui capturent des dirigeants et pour mieux piller les ressources. On a un monde qui se défait parce qu'il n'a pas de sens. Et le prisme écologiste a permis aussi de révéler cette absurdité, de révéler qu'en fait, on est en train de détruire tout ce qui nous permet de vivre. Le Covid a été une sorte de petite parenthèse. On a un peu rêvé qu'on allait tirer les leçons de tout ça. La vérité, c'est que j'ai l'impression, et en tout cas dans ce qu'on a pu faire, ce qu'on a beaucoup parcouru la Loire-Atlantique là ces derniers mois, c'est qu'on a l'impression que plutôt les gens parlent de brutalisation, que ce soit dans les relations des pays entre eux, mais que ce soit aussi des gens entre elles et eux. Alors, face à tous ces enjeux qui nous accablent, peut-être que les municipales semblent bien triviales. Je comprends. Et pourtant, c'est bien ici, c'est bien dans nos villes, c'est bien dans nos lieux de vie qu'on peut reconstruire des îlots de civilisation, qu'on peut reconstruire des îlots de réhumanisation. C'est bien ici qu'on peut défendre la société, c'est là qu'on peut résister et qu'on peut préparer aussi la reconstruction. Et là-dessus, je suis entièrement d'accord avec Fatima. Résister, c'est d'abord résister à l'extrême droite. Et je veux dire que participer aux élections municipales à Nantes, c'est aussi participer à la résistance à l'extrême droite. Parce que ce qui se passe ici, les débats qu'il y a ici à Nantes, résonnent sur l'ensemble du territoire. Moi, je l'ai compris avec les polémiques, ou plutôt l'orchestration des polémiques sur l'insécurité par la droite. Le résultat, c'est que c'est tout le territoire qui parlait de ça. Et en 2024, quand les gens ont voté RN, les résultats, c'est x2, x3. Pourquoi ? Parce que ici, la gauche a reculé sur ces enjeux. Donc résister à l'extrême droite, c'est ici, depuis nos villes. C'est aussi résister à la destruction de nos milieux de vie. Parce que le négationnisme sur l'effondrement écologique, il est à toutes les échelles. Et il est aussi ici, à Nantes. Parce que Johanna Rolland et ses adjoints ont beau utiliser l'expression bifurcation écologique pour parler de leur politique, il n'en est rien. Si on regarde juste sur les 20 dernières années, on a eu 2700 hectares d'artificialisés sur la métropole. 2700 hectares. Depuis 2014, c'est-à-dire l'année à laquelle Johanna Rolland devient maire, depuis 2014, c'est 1050 hectares qui ont été détruits ou qui sont prévus à la destruction. 1050 hectares, c'est plus de 3 fois l'île de Nantes.
c'est 143 jardins des plantes. C'est, si on prend juste les contours de Nantes, c'est 25 hectares, 19 hectares grâce à la lutte contre la ZAC d'Oulongoar. C'est pas fini, hein, on va continuer. C'est 50 hectares au champ de manœuvre, et ça c'est juste pour Nantes. Mais ensuite, c'est Carquefou, 33 hectares, La Chapelle-sur-Erdre, 16 hectares, etc., etc. Leur pseudo-bifurcation écologique, c'est aussi des projets industriels polluants, jamais débattus. Entre 2020 et 2026, il y a 2 projets industriels qui sont sortis des cartons. C'est d'abord les gens qui vivent sur l'île de Nantes, on leur avait promis un Central Park. Résultat, ils se retrouvent avec un écocentre qui n'a rien d'écolo. Hein. C'est une unité industrielle de dépollution des terres, donc un truc assez polluant quand même, et juste en dessous de leur fenêtre. Et ensuite, c'est le doublement de l'incinérateur. Je ne sais pas si vous connaissez le penseur écologiste Ivan Illich, mais il adore parler de contre-productivité. Je pense que si on regarde le projet de doublement de l'incinérateur à Nantes, pour lui, ça serait l'exemple parfait. L'incinérateur, c'est on brûle des déchets. Alors au départ, on s'est dit, bon, on brûle des déchets, on produit de la chaleur, on n'a qu'à la recycler. Très bien, on a construit un réseau de chaleur, on a repris la chaleur. Ce qui était une solution de recyclage devient maintenant une finalité en soi. Donc pour élargir, agrandir, étendre le réseau de chaleur, et bien du coup, on se dit, on va doubler le nombre de déchets incinérés. Pas parce qu'on double nos déchets, puis en plus, normalement, on est censé les réduire. Mais non, on va aller les chercher aux quatre coins des pays de la Loire pour alimenter ce four à déchets. C'est absolument contre-productif. La vérité, c'est que dans tous les projets que je vous ai cités, et il y en a d'autres, à chaque fois, c'est la même logique. La logique, c'est de favoriser les promoteurs, les investisseurs, les industriels. La logique, c'est de mettre en place toutes les conditions les plus favorables pour le développement du marché, au détriment de nos milieux de vie, au détriment de notre santé et au détriment de toute perspective écologiste ambitieuse. La métropole, elle se met en dépendance de tous ces acteurs-là parce qu'elle se met en compétition avec les autres grandes villes pour participer à la compétition mondiale. On se rend dépendant de ces logiques économiques et du coup, on les favorise. Alors dans tout ça, l'élection municipale, c'est un moment important. Mais aujourd'hui, quand j'entends des candidats, bon, alors aussi, il faut dire qu'on est très sollicité par... donc c'était le MEDEF, la CPME, la CCI, les commerçants. Alors je ne sais pas pourquoi, moi, le CJD, les jeunes entrepreneurs, ils n'ont pas voulu m'inviter. Bon, je ne suis pas la seule, mais bon, soit. Mais du coup, j'entends les discours des candidats, et en ce moment, c'est un concours de gestionnaires. C'est qui va être le meilleur élève des standards du libéralisme. Certes, il y en a qui veulent un petit supplément d'âme, hein, un peu, ils essayent de faire la différence, plutôt social, avec le social-libéralisme, mais sinon c'est la même chose. Donc on va avoir plein de propositions dans tous les sens pour essayer de satisfaire un peu toutes les parties prenantes. Avec, donc il y en a certains, ils sont mieux organisés que d'autres, hein, donc leur voix pèse davantage. Mais la vérité, c'est que dans l'époque dans laquelle on vit, dans ce moment de bascule, c'est pas de gestionnaires dont on a besoin, c'est de visionnaires. Le débat des municipales, c'est quel est le modèle de développement pour notre ville. Le débat municipal, c'est quelle est la vision pour notre commune. Et comment est-ce qu'on fait commune? Et avec qui? Or, Nantes, depuis des années, pour moi, c'est une grenouille. Une grenouille qui se voit plus grosse qu'un bœuf. Alors elle grossit, jusqu'à l'explosion, ou plutôt jusqu'à mourir de soif. Parce que s'il y a une limite physique palpable, bien c'est bien l'eau potable. Parce que la Loire est de plus en plus polluée, parfois elle est même desséchée. Il y a des histoires de bouchons vaseux, je trouve ça rigolo, mais bon, je ne vais pas développer.
Les nappes qui sont autour, notamment à Nord-sur-Erdre, sont polluées. Et puis, on artificialise énormément jusqu'à endommager nos ressources en eau, jusqu'à tuer des zones humides qui ont un rôle écologique majeur. J'aimerais donner une illustration. Pour moi, il y a un projet qui est la métaphore tristement la plus parfaite de notre époque. Vous le savez certainement, on en a déjà parlé, ils veulent construire un centre de rétention administratif à Nantes. Où ça? Sur le Bois dormant. Le Bois dormant, il se trouve que c'est la Beaujoire là-haut, là, à côté de la maison d'arrêt. Il se trouve qu'ils veulent que c'est une zone humide en fait, l'endroit où ils veulent le faire. Donc on a une situation un peu cocasse où en fait la réelle menace dans la société actuelle, c'est les dérèglements climatiques. Mais eux, pour eux, leur menace, c'est les étrangers dont on essaye de faire des dangers. Et donc on va construire une prison pour des gens qui n'auraient pas les bons papiers, en détruisant, en aggravant la situation climatique dans laquelle nous sommes. C'est tout le paradoxe et la détestation que j'ai pour la société actuelle et pour ce projet. Donc je le répète, le vrai débat aujourd'hui, c'est bien le modèle qu'on veut pour notre ville et pour le développement de cette ville. Quelle est la vision qu'on porte pour Nantes et pour notre commune? Pour nous, ça s'appelle l'écologie populaire. Notre approche, c'est l'écologie populaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire répondre aux urgences du quotidien et à partir de ça, construire des leviers de transformation. Notre approche, c'est de créer des moyens de production communs qui permettent de mieux vivre. Créer de la richesse collective. La richesse collective pour tout le monde. Parce que quand on regarde la situation actuelle, en fait, il est compliqué de bien se nourrir. Et on n'est pas si nombreux à pouvoir le faire. On vit dans des logements de mauvaise qualité qui nous rendent malades. Il y a de plus en plus de personnes à la rue, des familles, et à Nantes, c'est le cas. Donc on voit bien que l'espèce de progrès ou la promesse de l'abondance, la réalité, elle n'est pas là. Et même, c'est de pire en pire. C'est pour ça qu'une de nos réponses, c'est par exemple les supermarchés municipaux. Les supermarchés municipaux, ça répond à une urgence, d'abord, qui est qu'il y a 37% des personnes qui vivent dans ce pays qui sont en insécurité alimentaire. Insécurité alimentaire, ça veut dire qu'on n'a pas accès régulièrement à une nourriture de qualité. Ce n'est pas un épiphénomène, ce n'est pas juste les ultra-pauvres du pays, c'est 37%. C'est énorme. Donc aujourd'hui, la réalité quotidienne pour beaucoup d'entre nous, c'est soit on choisit de s'empoisonner, soit on choisit de manger à notre faim. Ou de ne pas manger à notre faim. Soit on choisit de s'empoisonner, soit on choisit de ne pas manger à notre faim. Et ça, ce n'est pas acceptable. Combien de fois on a entendu des parents culpabilisés parce qu'ils savaient que ce qu'ils donnaient à leurs enfants, ça les empoisonnait. C'est une culpabilité avec laquelle on ne devrait pas avoir à vivre. Et quand on regarde le problème de l'accès à l'alimentation, qui coûte de plus en plus cher dans ce pays, à quoi est-ce que c'est dû? Très bien, on nous a dit c'est la guerre en Ukraine. Mais enfin, si on regarde d'un peu plus près, la moitié de l'origine de l'inflation sur l'alimentation ces dernières années, c'est dû au profit de la grande distribution et de l'agroalimentaire. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le FMI. Donc oui, il faut créer localement des supermarchés municipaux qui donnent accès à une nourriture de qualité, à un prix bon marché. Et ça, c'est répondre à l'urgence, mais c'est aussi un levier de transformation. Parce qu'on a localement des pionniers de l'agriculture biologique, on en a, mais des supermarchés municipaux sera une locomotive pour la transformation du territoire, pour plus d'agriculture biologique et pour recréer des filières pour pouvoir se nourrir localement et bien se nourrir localement. Il y a les déplacements ensuite comme besoin urgent du quotidien. On en a un peu parlé. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même des gens qui passent 4 jours par an dans les bouchons et la pollution. Ça a été multiplié par 3 ces dernières années. Et à Nantes, qu'est-ce qu'on a fait pour les déplacements ? On a mis 400 millions dans moins de
5 km de ligne de tram, le tout concentré sur l'île de Nantes. Pourquoi ? Pour desservir un nouvel hôpital qui est en fait un projet de BTP sur une zone inondable, mais par ailleurs, il n'y avait même pas d'exigence de créer un tram pour desservir le futur hôpital. C'est eux qui l'ont décidé. Et en attendant, c'est leurs propres analyses qui quand même me fait sourire. Leurs propres analyses disent que ces lignes de tram vont retirer 0,2% des voitures en circulation. Impact ridicule. Donc on culpabilise les gens de polluer parce qu'ils viennent dans leur voiture, etc. après les avoir quand même exclus de la ville, puis de la métropole, puisque les gens en fait qui font vivre cette ville, eh bien, ne peuvent plus y vivre. Ils vivent loin, ils se retrouvent dans les bouchons 4 jours par an, et encore en plus, on va les culpabiliser de ça. Donc nous, on dit non. Il faut porter de façon ambitieuse le projet de RER métropolitain, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, la région, la métropole sont censés porter ce projet-là. On dirait que c'est le concours de qui sera le moins ambitieux. Et on ne va pas attendre le projet de RER métropolitain. Ce qu'on propose, c'est de créer un réseau de 8 lignes de bus, une circulaire et ensuite en étoile. 8 lignes de bus plus rapides que la voiture, parce qu'il y aura les installations pour, et gratuits. Et gratuit, j'insiste, parce qu'en fait, c'est une mesure de justice spatiale. Parce que, comme je le disais, on ne peut pas exclure, expulser les ouvriers et les employés de cette ville et après leur dire payez la facture de vos déplacements. Non, c'est pas acceptable. Et si on veut vraiment que les gens quittent leur voiture, on met des bus gratuits et là, on va voir, ça va d'un coup, on va beaucoup mieux respirer. Sur le logement, il y a une urgence en fait sur le logement. Bon, alors je ne vous parlerai pas de mon cas personnel qui vit dans une passoire thermique horrible avec un propriétaire insupportable, mais on est très nombreux et nombreuses à être dans cette situation. En fait, combien on est à vivre dans des logements qui nous rendent malades ? Et notamment aussi dans les logements sociaux. Moi, j'ai rencontré Sako, j'ai fait une vidéo avec lui. Sako, il respire du salpêtre, c'est son médecin qui le dit, mais quand la mairie elle est venue, elle lui a dit que c'était dans sa tête. C'est Nassirou, il est allé voir 3 fois Johanna Roland. Il lui a dit bon, écoutez, madame la maire, ça fait 1 milliard de fois que je vais voir Nantes Métropole Habitat. Ils en ont absolument rien à faire de ce que je leur dis, mais en attendant, il y a de l'humidité dans tout mon logement et dans l'immeuble entier, il y a des cafards. Johanna Roland a dit oui, on va prendre votre numéro de téléphone, on va vous rappeler, oui. Wello. Donc le logement, c'est une urgence. C'est une urgence, mais en fait, ça nécessite aussi un changement de posture. Il y a un rapport de force extrêmement défavorable aujourd'hui entre les locataires et les propriétaires. Et la mairie, elle dit « Non, nous, on est neutre ». Mais jamais de la vie. La mairie, elle a un pouvoir sur tous les logements de cette ville. Quand j'ai rencontré le maire de Trappes il y a quelques mois, qui m'a expliqué qu'il organisait des mobilisations chez des locataires contre le bailleur social et qu'en plus, il leur mettait des amendes parce qu'ils ne faisaient pas les travaux dans les temps, après 20 000 € d'amende, le bailleur social, d'un coup, il commence à bouger. La rénovation, elle devient hyper urgente. Là, je me suis dit, ok, mais en fait, on a les leviers. On a les leviers pour faire en sorte de vivre, de bien vivre dans nos logements, tout le monde. C'est pour ça qu'on créera une agence municipale du logement qui agira comme un FBI du logement pourri, un front contre les brigands de l'immobilier. Bon, ensuite, voilà, on vit dans un monde encore capitaliste, on est obligé de vendre notre force de travail. Et donc, c'est pour ça que la question de l'économie, elle est importante. Et la question, c'est quelle est l'économie qu'on veut favoriser ? Est-ce qu'on veut continuer vraiment de dérouler le tapis rouge à des entreprises comme Doctolib qui participent à la privatisation de la santé ? On a rénové la halle Alstom rien que pour eux. Ça coûte des millions. Non, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut défendre une économie populaire.
Ça veut dire défendre les commerces populaires. Ça veut dire défendre la casse auto, parce que je vois mon camarade, la casse auto du Vieux-Doulon, qui est en train de fermer parce qu'ils veulent mettre des zones de compensation environnementale. Ça veut dire lutter contre la désertification de nos quartiers populaires. Aujourd'hui, vous allez à Nantes-Nord, c'est devenu un désert. C'est devenu un désert alors que les gens ont des besoins sociaux, de se retrouver, d'avoir des espaces de convivialité, d'avoir des commerces, d'avoir une boulangerie. Eh bien, partons des besoins sociaux de chaque quartier et créons une économie populaire avec une mutuelle des commerces populaires, avec des maisons de l'économie populaire pour planifier tout ça et aider les gens aussi, à partir des talents qui sont là, à partir des gens qui sont au chômage ou qui ont envie de changer d'activité, aidons-les à créer tout ça et remettons de la vie dans tous nos quartiers. Enfin, j'ai envie de dire, et c'est important, qu'on vit dans un monde qui est sans perspective. J'exagère, mais on a quand même un peu ce sentiment-là, en ce moment. Et surtout, et c'est pour ça qu'on a invité aussi Fatima, c'est quelles sont les perspectives qu'on offre à nos enfants, à nos jeunes. Les enfants de cette vie, ce sont nos enfants. On en a une responsabilité collective. Or, aujourd'hui, ce qu'on propose aux enfants, c'est la militarisation. On nous explique qu'il faut anticiper qu'on puisse perdre nos enfants. La militarisation ou le travail, avec des conditions de travail qui se dégradent de plus en plus. La jeunesse, il faut la former aussi parce qu'elle va devoir résister au monde dans lequel on est. Et aussi, c'est elle qui reconstruira l'avenir. Alors ça passe par tout un tas d'étapes. Ça passe par, et c'est Arnaud qui a amené ça, de dire il faut ouvrir les perspectives, même professionnelles pour nos enfants, de dire on doit garantir des stages à tous nos enfants, à tous ceux qui sont en troisième, parce qu'aujourd'hui, la vérité des stages de troisième, c'est que pour beaucoup des enfants, et surtout dans les quartiers populaires, c'est une première expérience d'humiliation. C'est une première expérience de discrimination. Alors qu'on est dans une collectivité territoriale où il y a des dizaines et des dizaines de métiers, plein de services, des milliers d'agents, donc plein de gens qui peuvent accueillir des stagiaires. Donc ce sera des stages garantis pour les jeunes de troisième, mais aussi de seconde, de première. Et ensuite, on a le droit de rêver. On a le droit de rêver, on a le droit de s'organiser, on a le droit de se retrouver. C'est pour ça qu'on ouvrira des lieux autogérés, gérés par les jeunes dans tous les quartiers, pour qu'ils puissent passer un moment ensemble, mais aussi élaborer des projets. Et ça, c'est un premier pas vers faire société à Nantes et développer un attachement à sa ville. Et pour développer cet attachement à sa ville, on a une autre proposition qui permet aussi de nous réhumaniser. C'est d'organiser une grande fête populaire annuelle de toute une semaine qui sera comme dans les villages où les fêtes de village sont organisées par les jeunes. Et cette fête populaire annuelle à Nantes, elle sera organisée par les jeunes. Depuis un comité d'organisation incroyable dans le nouveau quartier des arts et des savoirs communal. Ce sera la Tour Bretagne, parce qu'il n'y a pas de raison que le bâtiment le plus élevé, on en soit privé. Non, le bâtiment le plus élevé de cette ville, il doit nous appartenir. Alors notre vision, c'est d'abandonner cette compétition entre les villes pour compter dans la compétition mondiale. Notre vision, c'est de construire l'autonomie localement en se concentrant sur la création de richesses collectives à travers de nouveaux moyens de production communs. On ne veut pas du luxe pour quelques-uns, on veut du luxe pour toutes et tous, un luxe communal. Comme le disait Sankara, je préfère l'eau pour tous que le champagne pour quelques-uns et j'ajoute l'eau potable, l'eau non polluée. Nos villes doivent devenir des lieux de résistance, des lieux où on reconstruit l'avenir, des lieux qui proposent une alternative au repli réactionnaire et autoritaire à la Trump, à la Le Pen, mais aussi une alternative au libéralisme qui ne fait que les pousser dans leurs bras. Nous voulons d'une ville libre et hospitalière. Libre parce qu'elle nous permet de construire notre liberté collective, de ne pas être assignés
socialement, de pouvoir être qui on veut être, de pouvoir aimer qui on veut aimer. Hospitalière, parce qu'elle permettra à toutes et tous de bien vivre là où on est. Nous avons la chance de vivre dans une ville qui porte en elle les germes d'une ville résistante et visionnaire. Nantes, c'est la ville de la radicalité concrète. On a une tradition de mairie du côté de la transformation, avec Chantenay-la-Rouge, par exemple, qui, avant son annexion, était dirigée par un maire qui soutenait les grévistes, les ouvriers, qui leur mettait à disposition des lieux collectifs pour pouvoir résister. Et puis, c'est aussi Bouguenais, avec Françoise. Mais avant moi, François Autain. Et avant toi, François Autain, je vérifierai quand même. Mais c'est aussi Françoise qui, à partir de son statut de maire de Bouguenais, a participé à construire la lutte contre le transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Et c'est dans cette tradition que je veux m'inscrire, c'est dans cette tradition que s'inscrit Nantes Populaire. Nantes, c'est aussi la commune de Nantes, de mai 68. Et oui, cette alliance entre les ouvriers, les ouvrières des chantiers en grève, mais aussi des étudiants et des étudiantes et des paysans travailleurs. C'est une solidarité concrète qui a permis de résister collectivement et d'ouvrir aussi la voie vers un autre modèle. Nous avons la chance de vivre dans une ville où les habitants et habitantes ont montré à plusieurs reprises la capacité de pouvoir faire la ville, de pouvoir la dessiner et de pouvoir faire l'histoire. Alors c'est à nous de nous appuyer là-dessus pour retrouver la force de résister aux attaques du libéralisme et aux attaques de l'autoritarisme, de trouver la force de reconstruire l'avenir en refaisant commun, en refaisant commune, pour que Nantes redevienne populaire. Merci beaucoup.